C'est assez magique d'être seul et de se sentir vulnérable. On a peur de l'orage, les bruits des animaux nous impressionnent. Moi, j'adore, parce qu'en plus, je suis dans une tente minuscule, j'ai pas de défense, il n'y a plus de frontière entre la nature et moi, et ça, j'adore. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Toute l'idée est de dire, je vais essayer d'arriver au zéro. Je n'y arriverai probablement pas. L'histoire est plus de montrer comment je m'améliore. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonjour Ben, bienvenue dans Émergence. Salut Baptiste. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement ? Alors, c'est Benjamin Demolien. J'ai 32 ans, je suis originaire de Bretagne et aujourd'hui j'habite à Marseille. J'ai toujours été un passionné d'aventure et depuis 2016-2017 je suis sensibilisé à l'écologie. J'aime beaucoup aussi communiquer et donc j'ai décidé de rassembler tout ça dans un projet que j'ai récemment créé, Expédition Zéro. Alors, avant de revenir sur Expédition Zéro qui va être le sujet du jour, comment expliques-tu ton déclic que tu as eu en 2016 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, à l'époque, j'habitais à San Francisco. Je travaillais dans le digital, comme beaucoup de gens qui s'expatrient là-bas. Et en fait, San Francisco est assez paradoxal comme endroit. Il y a plein de gens dans la tech, la Silicon Valley, qu'on commence à tous connaître. Mais il y a aussi des racines hippies, avec des gens assez sensibles à l'écologie. La ville est très connectée à la nature. Et donc cet univers, cet écosystème est la rencontre de quelques personnes, pas spécifiques, mais les Américains qui vivent là-bas, m'a sensibilisé en fait, à cette cause qui est l'écologie. Donc ça a créé quelque chose en toi. Ce qui nous amène au sujet du jour, Expédition Zéro. Tu as fondé ce projet il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai l'impression. Mais c'est très récent. Pourrais-tu nous en dire plus sur ce projet ? Alors, donc c'est un projet, c'est une idée qui m'est venue pendant le confinement. J'étais, comme tout le monde, dans un espace assez restreint. Moi, j'aime bien l'aventure, j'ai la bougeotte. Et je me suis dit, dès qu'on aura la chance de pouvoir à nouveau se déplacer, j'ai envie de partir en aventure. Mais je veux que ça corresponde à mes valeurs, notamment l'écologie qui est devenue un de mes piliers. Et du coup, je me suis dit, je vais m'imposer des règles sur mes prochains défis qui seront sportifs et itinérants, parce que c'est le type d'aventure que j'apprécie, à savoir 3-0, ne pas avoir d'impact carbone, donc 0 impact carbone, même pour aller là où je vais faire mon aventure et pour en revenir. Le 0 déchet, qu'on connaît plus, je pense. Donc, ne pas produire de déchets pendant l'aventure. Et enfin, le 0 matériel neuf. Donc, essayer de ne pas acheter de nouveaux matériels pour chaque aventure que je vais me lancer. Parce que dans le sport notamment, on a tendance à vouloir s'équiper avec du neuf, du super quali, alors que sur le marché, il y a déjà plein de choses. Ce qui semble le plus dur dans les trois. Ce qui est le plus dur, après, c'est en amont. Ça veut dire qu'une fois qu'on a passé celui-là, on n'a plus à trop s'en occuper pendant le voyage, normalement. Mais finalement, avec des sites comme Le Bon Coin, enfin bref, tous ces sites qu'on connaît tous maintenant, avec les copains, la famille, avec le troc et un peu de débrouille, on s'en sort assez bien. On va revenir dessus, ça m'intéresse, parce que j'étais très mauvais cet été. D'accord. Alors, on va parler de ta première expédition qui a eu le 20 mai, juste après le confinement en fait. Ta première expédition fut un voyage à vélo de l'Armor-Plage en Bretagne, d'où tu viens apparemment, je pense. Voilà, je suis originaire de l'Armor-Plage. À Dieppe, en Normandie. Comment s'est déroulée la préparation de ce voyage ? Alors, ça a été assez rapide. Donc, j'ai eu cette idée d'Expédition Zéro. J'ai réfléchi, j'étais confiné dans la maison de vacances de mes parents sur la rivière d'Etel, pas très loin de l'Armor-Plage. Et là-bas, j'ai laissé un vieux vélo que j'avais acheté à San Francisco et que j'avais pas trop utilisé depuis, qui était plus en état de fonctionnement, mais un très beau vélo.
Et je me suis dit, bon, bah voilà, je suis ici. Il y avait à l'époque ma copine qui est partie se déconfiner en Normandie. Donc ça, c'est pas respecté parfaitement les règles des 100 km. Mais bon, voilà. Pas très loin. Et voilà, pas très loin. Et je me suis dit, bon, bah pourquoi pas aller la rejoindre à vélo en retapant ce vélo. Donc ça collait bien à mon projet, parce qu'il y avait déjà le support. Et du coup, pendant la semaine avant mon départ, j'ai contacté un atelier collaboratif de réparation et d'entretien de vélo. Il était ouvert, mais de manière très stricte pendant le déconfinement. Je suis allé là-bas avec mon vélo, j'ai raconté mon projet aux bénévoles qui ont adoré et ils m'ont donné, et on a travaillé ensemble sur mon vélo, et surtout ils m'ont donné roues, selle, enfin plein de matériel. J'ai un peu halluciné, et surtout c'était une super histoire humaine derrière avec eux. Et voilà, en une semaine, tout était prêt. J'avais pas vraiment bien planifié le parcours, mais c'était pas très compliqué non plus. Et voilà, je suis parti. Et pourquoi le vélo ? Là, c'était vraiment l'opportunité d'avoir ce vélo. J'allais en Normandie, il y avait 600 km. J'avais pas beaucoup de temps. Bon, ça collait bien, parce qu'en vélo, on peut faire 100 km par jour à peu près. Voilà, ça me faisait un voyage de 5-6 jours. Voilà, c'était une évidence, quoi. Bon, c'était ta première expédition. Est-ce que tu as réussi à respecter tes 3 principes ? Donc, c'était acheter de l'ancien, pas du neuf, 0 déchet et bilan carbone neutre, on va dire. Alors, pas parfaitement. C'est le premier. C'est le premier. Et dans la communication de mon projet, toute l'idée est de dire je vais essayer d'arriver au 0. Je n'y arriverai probablement pas. L'histoire est plus de montrer comment je m'améliore. Et là, effectivement, je ne suis pas parfaitement arrivé. Le 0 matériel neuf, j'ai quand même dû acheter plusieurs pièces dans des magasins parce que c'était le confinement, et j'ai essayé de trouver sur des sites ou autour de moi, mais tout était compliqué à cette période-là, pendant cette période-là, de rencontrer les gens, d'acheter des choses. Donc j'ai fini par aller dans certains magasins pour compléter. Mais disons que je pense que 80% de mon vélo était de seconde main. Les sacoches, par exemple, ne l'étaient pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Peut-être le cuissard. Le cuissard en même temps. Voilà, le cuissard, les chaussettes, ça voilà, c'est assez intime. Oui, donc faut préciser que sur le cuissard, il n'y a pas de sous-vêtements. Il n'y a pas alors en plus, oui, non, moi je savais pas ça. J'ai appris ça cet été aussi. On m'a dit le cuissard, tu mets pas de caleçon. Juste si, non, en fait on n'en met pas. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ok. Et c'est bien, parce que c'est ce que j'ai fait. C'est assez inconfortable. J'ai essayé avec les sous-vêtements, c'est pas très confortable. Ok, d'accord. Non, oui, je savais pas ça, mais naturellement je l'ai pas mis. Et... Ce qui comprend pourquoi tu n'en as pas acheté en seconde main aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Les gants, enfin bref, il y a eu pas mal de petites choses comme ça que j'ai achetées neuves. Au niveau du 0 déchet, donc au niveau de l'eau, ça j'ai fait pendant le voyage. J'ai jamais acheté de bouteille. J'ai été chez les gens remplir ma gourde. C'était toujours un peu un challenge vu qu'il y avait le Covid et qu'en plus je traversais la Bretagne et la Normandie et j'ai rencontré quand même beaucoup de personnes âgées. Donc je faisais vraiment attention. Souvent j'allais chercher l'eau dans leur garage parce qu'ils m'ouvraient le garage, la porte en grand. J'allais chercher et je repartais. Mais bon, c'était quand même l'opportunité de discuter. C'était super sympa. Au niveau de la nourriture, j'ai pas été parfait. Moi, mon péché mignon, c'est le chocolat. Et sur le trajet, j'ai pas trouvé de vrac de chocolat. Surtout qu'il y avait pas mal de choses encore fermées. Pas mal de petits artisans qui étaient, ou de magasins locaux que je privilégie, qui étaient fermés. Donc, j'ai pas réussi à tout faire. Mais souvent, je me nourrissais de pain, fromage, fruits et légumes. Donc ça, on peut l'avoir assez facilement à la coupe, le fromage notamment, même dans les supermarchés. Donc c'était pas non plus parfait. Et enfin, le carbone, je suis parti de chez moi à vélo, donc ça c'est bon. Par contre, je suis arrivé en Normandie et j'habite à Marseille et on avait la voiture, donc on est rentré à Marseille en voiture. Donc sur celui-là, c'est un peu gâché. Mais voilà, c'était au moins pendant l'expédition, il n'y a pas eu de carbone. J'ai tout fait à vélo. C'est déjà pas mal. Si tout le monde arrive à avoir un bilan neutre sur chaque voyage, déjà on fera un pas en avant. Voilà, c'est ça. C'est
Alors ça, c'était le premier. Les autres, je me suis amélioré. On va y venir de toute façon. Et on va tirer un petit bilan de cette première expédition. Qui est-ce qui était le plus dur dans cette expédition? Alors, j'avais peu de matériel de camping avec moi en Bretagne, parce que j'habitais à Marseille et on est parti du jour au lendemain pour se confiner, comme beaucoup de Français. Et du coup, j'avais pas de tente. Donc, je suis parti juste avec un hamac, les Décathlon là, qui sont assez simples. Et il s'avère qu'en fin mai, en Bretagne, il fait pas toujours chaud. Même au mois d'août. Hein. Ah ouais, ouais, même souvent, oui. Et ben fin mai, là, il y a eu 2 nuits avec du vent et de la pluie. Et le froid vient de partout en hamac. Il vient aussi en dessous, parce que on n'est pas au sol. Et du coup, j'ai passé 2 nuits compliquées. J'ai très peu dormi, j'ai eu très froid, j'étais mouillé. Voilà, c'était une expérience. Après, les autres nuits en hamac, quand il faisait meilleur, j'ai adoré. Parce que c'est sacrément chouette de trouver 2 arbres, d'attacher ton hamac et d'y dormir. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, une autre difficulté, ça a été de trouver 2 arbres. Il y a un soir, en fait, c'est pas si simple de trouver 2 arbres distants de 3 mètres. C'est ça à peu près la distance qu'il faut pour que le hamac soit tendu bien comme il faut. Et pas trop large pour pouvoir l'attacher. Dans un endroit où c'est caché mais pas trop flippant, parce que je me suis retrouvé un soir à un endroit où il y avait clairement des sangliers tout près de moi. Ah ouais. Et j'étais pas serein du tout, donc parce que je m'étais trop enfoncé dans la forêt en fait. Et si tu as des conseils à donner sur dormir en hamac, à part trouver les bons arbres, est-ce que tu en as d'autres? Moi je pense qu'il faudrait déjà avoir. Alors moi j'avais pas de tarp. C'est un tarp, c'est quoi? C'est une bâche qui est un peu comme un double toit de tente, que les gens rajoutent au-dessus du hamac en cas de pluie. Donc ça c'est assez logique. Donc avoir une petite bâche pour se protéger de la pluie de deux, je mettrais peut-être quelque chose au sol en dessous de moi, ou une couverture de survie entre le sac de couchage et le hamac. Je sais pas. Enfin une couche qui est isolante. Ou tout simplement un meilleur duvet. Parce que moi, le mien était peut-être, c'était 4 degrés la limite, ce qui est pas horrible, mais bon, à ce moment-là, il faisait froid. Voilà. Merci pour ces conseils. On va en demander d'autres. De rien. On va attaquer la deuxième expédition qui a eu lieu assez rapidement après, hein, le 11 juillet, j'ai noté, donc début juillet. Tu as enchaîné, hein, mais là sous un autre format. Donc tu as traversé les Alpes de Saint-Gingolph. Saint-Gingolph. Oh, Saint-Gingolph, excuse-moi pour l'expression. Il n'y a pas de souci. À côté du lac Léman jusqu'à Menton, et tout ça à pied. Peux-tu nous en dire plus sur cette deuxième expédition qui a l'air différente? Oui, effectivement. Alors oui, c'était un peu plus d'un mois après la première. J'avais en tête, dès le début de l'été, de me dire... je réfléchissais un peu comme quelqu'un qui crée une entreprise, mais il fallait un peu que je fasse un petit prototype, une preuve de concept de mon projet, et je trouvais d'avoir 3 expéditions différentes. J'avais tout de suite ça en tête en fait. Dans les premiers mois du projet, c'était bien pour après développer l'idée. Enfin bref, on reviendra là-dessus. Du coup, je me suis dit, j'ai fait du vélo en plaine, pourquoi pas aller marcher en montagne? C'est assez complémentaire, et surtout, moi, j'ai fait beaucoup de randonnées dans ma vie. Depuis qu'on est tout jeune, nos parents nous amenaient, on est 5 enfants toujours, et nous amenaient 1 semaine sur 2 en montagne faire de la marche, et j'ai pris le virus. Et je me suis dit, la grande traversée des Alpes françaises, c'est assez mythique, ça me fait rêver, ça prend du temps, j'ai vraiment le temps de penser, de rencontrer des gens, de réfléchir à tout ça. Voilà, j'ai pas beaucoup réfléchi, j'avais l'avantage d'avoir déjà un peu de matériel. Il m'a fallu en trouver aussi. Et du coup, le 11 juillet, j'ai pris un train cette fois. Je suis pas allé en voiture. De Marseille à Saint-Gingolph, qui est une petite ville à la frontière suisse, au bord du lac Léman, qui est un des départs possibles du GR5, GR52, qui sont des chemins de grande randonnée classiques et qui traversent les Alpes, jusqu'à Menton. Menton, c'est la variante GR52 plutôt que GR5. Et voilà, je me suis lancé là-dedans. C'était 29 jours de marche parce que j'ai un peu pris mon temps et autant de bivouac, et c'était assez magique. Et qu'as-tu fait de mieux pendant cette deuxième expédition? Alors,
j'ai poussé plus loin déjà, je suis allé en train et je suis rentré en train. Donc là, vraiment, de chez moi à chez moi, il y a eu... alors si, ma copine m'a déposé à la gare. Mais bon, j'habite à 5 minutes de la gare, mais j'étais en retard. J'étais réveillé en retard. Mais sinon, j'ai fait que du train. Et non, pardon, ma sœur aussi, de Genève à Saint-Gingolph, m'a amené en voiture. Donc pas parfaitement, mais mieux que le première expédition. Il y a le stop en voiture qui peut être pas mal aussi comme alternative. Voilà, alors bon, ça reste un véhicule carboné, mais effectivement, on peut se dire qu'en stop, la personne, de facto, elle fait le trajet. Toi, tu viens diviser par le nombre de personnes. Enfin, il y a plus de personnes dans le véhicule, donc le bilan carbone est moindre. Donc, c'est vrai. Bref, et j'ai aussi pas mal amélioré ma démarche sur le zéro déchet. Donc, je me suis acheté des petits sacs en tissu, en toile, alors que j'avais pas ça sur la première expédition zéro. Et du coup, j'achetais principalement du vrac, en plus des classiques fromage, pain, les fruits et légumes. Je me suis autorisé un peu de viande de temps en temps, type saucisson. Je mange très peu, mais en expé, ça fait du bien de temps en temps. Voilà. Pour réchauffer le soir. Ouais, c'est ça. J'ai dû en prendre 2-3 et enfin, sinon je mange très peu de viande. Et voilà. Donc ça a été ça et de vraiment acheter beaucoup plus en vrac. Enfin, une dernière chose peut-être, c'est que j'ai rajouté une dimension à cette expédition. J'ai interviewé le long du chemin des gens, en fait, soit des gens avec qui j'ai marché et qui étaient intéressés par ce que je faisais et surtout qui eux-mêmes, en fait, chacun à leur échelle faisait quelque chose. Et j'avais très envie de montrer qu'il y a plein de gens qui font tous un petit quelque chose pour l'écologie. Du coup, tous ces témoignages ensemble, ça a une puissance. Et j'ai quand même réussi à interviewer 7 personnes le long du chemin, des gardiens de refuge, des gens qui font de la permaculture, des marcheurs. C'était très intéressant, cette dimension en plus. Et on peut les retrouver où, ces interviews ? Alors, j'avais posté des extraits en stories sur mon compte Instagram qu'on peut retrouver. Il y a des vignettes sur Instagram là, en dessous des profils. Moi, j'ai mis ça dans mes vignettes. Pour les interviews complets, je les ai pas encore publiées. Là, tout s'est un peu enchaîné en fait. Donc, l'idée est de créer une petite vidéo à terme, un peu de fresque de tous ces interviews. Pour rappel, ton Instagram, c'est ben-expédition-0. Exactement. Et le Facebook, c'est Expédition 0, sans Ben. J'ai l'impression que sur cette deuxième expédition, tu as fait beaucoup de bivouac. La première fois, tu as dormi en hamac. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé cette fois-ci sur cette partie-là ? Oui, alors là, j'ai fait le choix de la tente parce que tout simplement, dans les Alpes, les arbres, c'est beaucoup plus rare. J'avais aussi appris de mes erreurs. J'avais pas envie d'avoir froid comme j'ai eu froid la première fois. Et j'ai une tente que j'ai depuis 10 ans maintenant. C'est presque une relation avec cette tente parce que j'ai dormi je ne sais pas combien de nuits dedans. C'est des petites tentes sarcophages, une place légère. Et du coup, je l'ai utilisé. J'ai passé 29 nuits de suite dedans. Donc c'est beaucoup. Et même à la fin, ma copine m'a rejoint. Et on a fait 5 jours à 2 dans ma tente, une place. Ça marche, c'est petit, mais bon. Et voilà, et du coup, là, c'était une autre stratégie. J'avais ma tente, un matelas gonflable qui s'est avéré être percé au bout d'à peine une semaine. Du coup, j'ai passé 3 semaines à essayer de le réparer, mais je ne sais pas pourquoi j'y arrivais pas. Donc, toutes les nuits, je me réveillais par terre. Bref, c'était assez fatigant, mais ça fait partie de l'aventure. Parce qu'un point important pour ceux qui veulent bivouaquer, le matelas gonflable est presque obligatoire. Ouais, c'est l'élément clé que j'ai rendu, sur lequel j'ai eu un bel échec. Et là, il y a une question bête qui me vient à l'esprit. Comment tu te douchais ? Alors, c'est un vrai défi dans les Alpes et dans la montagne en général. Moi, je me suis mis un point d'honneur à me laver tous les jours. J'ai pas réussi, j'ai dû peut-être me laver 27 jours sur 29. Et je pense que j'étais un des rares à faire ça dans les gens que je rencontrais. Et comment ça se passe ? Ça se passe dans des ruisseaux, dans des torrents, dans des lacs. J'avais un petit savon type savon de Marseille qui était biodégradable, qui n'était pas nocif pour l'environnement.
Et tous les soirs, j'essayais de trouver un point d'eau. Me suis même lavé dans une flaque à un moment. Bref, bon, il y avait un petit peu de circulation de l'eau, donc je pense qu'elle était propre. Et voilà, et du coup, c'est dans la nature, quoi. On va avec ses. Alors moi, je prenais mes habits du jour que je voulais tous les jours rincer parce qu'ils sont pleins de transpiration, de sueur, pardon. Et je m'immergeais, je me frottais, mais l'eau était gelée, donc c'était très rapide en général. Fallait du courage. Il y a des jours où il fait moche, il commence à faire nuit, l'eau est gelée. Il faut vraiment avoir envie, quoi. Et ça va, je m'en suis bien sorti. C'est bon pour la circulation sanguine. Oui, c'est ce qu'on se dit après. Avant, on se dit juste que ça fait vraiment pas plaisir, quoi. Franchement, je te félicite parce que moi, je suis du genre à pas trop me doucher en expédition. Ok. Je trouve ça dur, Ouais. mentalement. Ouais, c'est pas facile. Et à l'inverse, tout à l'heure, je t'ai demandé qu'est-ce qui était le plus dur. Là, qu'est-ce que tu as le plus kiffé dans ce voyage? Alors, moi, je suis un amoureux de la montagne. C'est un décor et un environnement dans lequel je me sens très bien. J'ai adoré être seul, en fait. Je cherche à... Malheureusement, en France, il y a... Alors, probablement sur la diagonale du vide, on a de la place, mais pas tant que ça. Pour avoir voyagé dans d'autres parties du monde, c'est quand même assez maîtrisé par l'homme, même si on a l'impression d'être dans la nature. Et il y a quelques moments dans les Alpes où j'ai réussi d'être totalement seul, en bivouac le soir, et d'aller me rapprocher de mouflons, de chamois, de bouquetins, de la faune. Et ça, t'as les larmes aux yeux, t'es tout seul dans la montagne, c'est magique, c'est les meilleurs moments. Je dirais le soir, au crépuscule, le matin, quand les animaux sont plus accessibles. Aller gravir un sommet, ça, j'en ai gravi. En fait, je me suis ajouté ça en plus du parcours. J'avais envie de faire des sommets. Donc j'ai fait 5-3000. C'est pas des sommets très compliqués, hein. C'est des sommets qu'on peut faire à pied en chaussures de marche. Aller gravir son sommet le matin, croiser un troupeau de bouquetins, ça c'est des moments uniques. Voilà. C'est marrant parce que j'ai échangé avec Jacob Carou dans ce podcast qui était parti 7 mois dans les Pyrénées pour vivre seul. Bon, je ne sais pas si tu le connais. Et il m'avait dit la même chose. C'était le privilège d'être seul et de contempler tout ça de manière un peu unique, on va dire. Et c'était le même sentiment qu'il avait eu. C'était assez intéressant. Oui, c'est assez magique d'être seul et de se sentir vulnérable. On a peur de l'orage, les bruits des animaux nous impressionnent. Moi, j'adore parce qu'en plus, je suis dans une tente minuscule. J'ai pas de défense. Il n'y a plus de frontière entre la nature et moi, et ça, j'adore. C'est bien que tu le prennes bien parce que moi, c'est tout ce qui me fait peur en montagne, l'orage, les animaux. Mais moi, l'orage me fait peur aussi. Hein. Mais je vais essayer de le prendre comme toi maintenant. Et j'ai vu que tu as gravi 45 000 mètres de dénivelé positif en cumulé. Comment vont tes genoux? Et au début, c'était pas fameux. Au bout d'une semaine, j'avais très mal. Je me suis mis des bandes et je me mettais de la glace quand je pouvais. Dans les descentes, c'était vraiment douloureux. Je pense que je me suis fait ça très stupidement. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai des trailers, des ultra-trailers, là, les gens qui courent en montagne comme s'ils couraient dans la rue, qui m'ont doublé et qui me parlaient. Et avec mon petit ego et l'envie d'avoir cette conversation avec ces gens-là, parce que c'était intéressant, j'ai pris leur rythme pendant 20 minutes, une demi-heure. Et je me suis fait super mal aux genoux et ça a traîné pendant 1 à 2 semaines. Et par contre, après, ça a disparu. Je sais plus, j'ai appliqué une crème, je sais plus laquelle, mais ça a été assez magique l'effet. Et après, ça allait beaucoup mieux. Et maintenant, ça va très bien. Et on voit que toutes tes expositions sont portées sur le sport quand même. Ton corps, du coup, c'est un peu ton outil numéro 1. Comment t'en prends soin? Si tu le fais. Non, je suis pas... Déjà, j'aime pas trop J'ai toujours une relation un peu compliquée avec la performance. Le sport à la raquette... Enfin, j'ai jamais fait de marathon, j'ai jamais fait de choses comme ça. Ça m'a toujours paru étrange de tirer trop fort et de dépasser, d'aller faire des courses, etc. Donc moi, je peux pas dire j'ai un programme sportif spécifique. C'est juste que le sport, c'est mon loisir. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup de kitesurf, je fais un peu d'escalade, je fais du sport par loisir. Je cours un peu aussi parce que j'aime bien. J'habite à Marseille au bord de l'eau et je vais courir au bord de la mer, c'est magique.
Donc en fait, je l'entretiens un peu par... c'est très privilégié, c'est-à-dire que mes loisirs sont du sport, le sport ça tient en forme, maintient en forme mon corps et ça s'arrête là dans ma tête, le programme. Non, mais je vois très bien, je te rejoins parce que tous mes collègues sont à la quête du plus. Et moi, je leur dis, déjà, Strava, l'application pour suivre, je la mets pas, je cours et je vois ce qui se passe, quoi. Exactement. Moi, j'ai pas de montre, j'ai pas de... comment ils appellent ça? Les Garmin, de Strava, j'ai rien. Et je me sens super libre, en fait. Et d'ailleurs, les 45 000, j'ai mesuré ça à la fin avec un outil de calcul d'itinéraire sur Internet. Moi, j'ai jamais rien calculé. J'ai un problème avec ça. J'ai envie d'être libre. J'ai bien sûr un ego et je suis fier quand j'ai fait 2500 mètres de dénivelé dans la journée, je ne sais pas combien de kilomètres. Mais je vois tellement de gens, notamment dans la montagne, qui sont à tout calculer, à mesurer le soir et tout. Je sais pas, c'est pas moi ça. Voilà. Ça nous permet de rebondir sur ta dernière expédition qui a eu lieu la semaine dernière. Oui, oui. Moi, j'ai noté le 7 septembre, donc début du mois. Déjà, on t'arrête pas. Tu en as fait 3, j'ai calculé, en 4 mois. Oui. Tu as fait là un autre format, la descente du canal du Midi en paddle. Moi, j'ai une question, c'est déjà où tu trouves toutes ces vacances pour voyager. Et là, sur le côté plutôt pratique, comment tu finances ces expéditions? Oui. Alors, il faut savoir que j'avais une entreprise avant. J'étais cofondateur d'un projet qui s'appelle Plastic Odyssey, que j'ai quitté fin août, ou je sais plus pas, 2019. Donc, j'avais plus rien après ça. J'ai décidé de faire un peu de conseil indépendant en auto-entrepreneur pendant quelques mois. Et mes missions ont été stoppées fin mai à cause du Covid. Enfin, elles devaient s'arrêter, elles n'ont pas été renouvelées, tout simplement. Donc, je me suis retrouvé avec un peu de temps, un peu d'économie. Et c'était l'été. Je me suis dit, bon, j'ai envie de lancer ce projet. Je vais l'autofinancer et prendre quelques mois. Donc, c'est comme ça que depuis fin mai, je ne travaille plus. Donc, juin jusqu'à maintenant, je me suis mis à 100% sur ce projet en vivant un peu sur des économies. Ça me fait rebondir sur la question financière de comment je finance ce projet. Savoir que c'est des projets qui sont peu coûteux. Retaper un vélo seconde main, acheter d'occasion, parcourir pendant 6 jours ou une semaine ou un mois une distance en dormant que sous tente, acheter en vrac, tout ça en fait est assez bon marché. Du coup, mes expéditions m'ont pas coûté très cher. Voilà. Et pendant ce temps-là, on sous-louait l'appartement, on faisait des choses comme ça. Donc j'ai pas eu de... Je pense que j'ai dépensé très peu d'argent pendant ces 4-5 mois. C'est très frugal aussi comme démarche. Et d'ailleurs, c'est vraiment l'esprit de mon projet. C'est dire, c'est la sobriété heureuse, ma politique de vie. Comment arriver à une vie plus simple, à s'épanouir et à faire des choses sensationnelles sans forcément aller à l'autre bout du monde, sans forcément dépenser des milliers et des cents. L'aventure avec le bivouac, à vélo, à pied, en paddle, c'est accessible. Alors peut-être pas pour tout le monde, mais par exemple à marcher est accessible à beaucoup de gens. Ça ne demande pas un énorme budget. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé le temps d'une part et le financement, c'est pas grand-chose finalement. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, l'aventure est accessible pour tout le monde. Alors oui, financièrement, oui, je veux dire. Oui, voilà. Je pense que l'aventure, je pense que partir marcher est accessible pour tout le monde si on a le luxe du temps. Effectivement, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'offrir 1-2 semaines de marche parce qu'ils doivent travailler tous les jours, parce qu'ils ont des budgets serrés. Mais je pense que la micro-aventure, pour le coup, qui apporte des sensations assez dingues aussi, à savoir aller marcher un jour et non pas une semaine ou 2 jours, doit être accessible pour encore plus de monde. Voilà, je pense. C'est toujours compliqué. J'ai une situation, je sais que je ne suis pas dans la situation de beaucoup d'autres gens qui ne sont pas comme moi et qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir un certain confort que j'ai, c'est clair. Mais marcher me paraît quand même assez accessible, au moins. Et est-ce que tu as une idée de la fourchette de ton budget quotidien pour faire de la marche, par exemple, hors déplacement train? Alors, en montagne, je pense que c'est vraiment pas très cher si on se débrouille bien. Je pense qu'on doit être dans les... Si on va pas en refuge, les refuges sont chers.
La nourriture en refuge est chère, ce qui est tout à fait normal parce que c'est porté jusque là-haut. Si par exemple, on part 3 jours en autonomie et qu'on a acheté toute sa nourriture en vallée, franchement, je pense que pour entre 5 et 10 euros par jour, 10 euros par jour peut-être, je pense, on doit pouvoir s'en sortir. Alors moi, c'était un peu plus cher parce que j'achetais en vrac et en montagne. Le vrac n'est pas toujours forcément, n'est d'ailleurs pas plus cher sur pas mal de produits que l'emballé, mais en montagne, dans des petites boutiques, les prix grimpent. Voilà, donc, et puis j'ai fait un peu je me suis autorisé aussi de manger un peu dans des refuges, ce genre de choses, toujours en demandant sans emballage. Du coup, moi, ça m'a coûté un peu plus cher que ça. Mais honnêtement, je pense que pour 10, 15 euros grand maximum par jour, et je pense plutôt 10, on s'en sort. La nuit en bivouac en montagne étant gratuite, ça peut presque être notre budget de la journée. Et ça, j'ai une question. On a le droit de bivouaquer dans la nature comme ça, d'un point de vue, parce que je sais qu'il faut faire un peu attention à tous ces... Alors oui, de ce que je suis pas expert, mais de ce que je sais, en France, on peut bivouaquer à peu près partout, sauf s'il y a des arrêtés municipaux, ça il faut se renseigner, sauf dans la Vanoise, donc le parc national de la Vanoise, qui est sur le trajet de la traversée des Alpes et qui nécessite on peut bivouaquer, mais que au bord des refuges en payant une petite somme de 5 euros, je crois, la nuit, et dans le parc des Calanques, à côté de Marseille, où c'est interdit. Donc sinon, normalement, on a le droit, et le bivouac, c'est quoi? C'est on doit mettre sa tente au coucher du soleil et l'enlever au lever du soleil. Alors, l'été, c'est pas tout à fait ça la règle, parce que bon, le soleil se couche à 21h30, et il se lève, je sais plus à quelle heure, mais c'est globalement 19h, 19h, 7h, quoi. 19h, 7h, 19h, 8h. Aujourd'hui, c'est quoi le but de ce projet-là? C'est de vivre de ça? C'est de monter une agence de voyage? Je ne sais pas. Quel est l'objectif derrière tout ça? Alors, c'est encore flou, pour être franc. J'ai plusieurs idées en tête. À la base, c'était clairement un projet personnel pour me déconfiner, pour sensibiliser aussi mes proches et mes amis, parce que j'ai essayé un peu la méthode... pas culpabilisante, mais partager des articles un peu choquants, indirectement culpabilisantes, on va pas se mentir. Ça a été un échec, ils se sont braqués. Et moi, j'avais vraiment envie de montrer que, bah oui, je suis en train de devenir écolo, c'est pas bizarre, c'est pas hippie, je suis quelqu'un, je pense, dans la norme, voilà, et que c'est sympa. Et du coup, l'aventure, l'humour m'ont paru être des super catalyseurs. Et j'ai utilisé ça pour l'écologie. Mais je voulais le faire pour mes amis. Ça a bien pris, c'est pas non plus le succès planétaire du tout, mais ça plaît au-delà de mon cercle. Donc je me suis dit, bah, je vais continuer. Et là, aujourd'hui, j'avoue me poser la question de savoir est-ce que je reprends un boulot, là, dans les prochaines semaines, ou est-ce que je continue à faire du conseil pour pouvoir, de toute façon, il faut mettre un peu de beurre dans les épinards, et de développer mon projet. Je crois que j'ai un peu envie de continuer à développer ce projet. Vers quoi? Ça, c'est la question. Une piste qui m'attire, et je discute déjà avec une boîte de production, c'est de monter un magazine télé, enfin des 52 minutes, pour faire un peu du nu et culotté ou du j'irai dormir chez vous, dans cette lignée-là. Donc ça, c'est une piste possible. Une autre piste, mais qui peuvent être parallèles, c'est d'aller peut-être insuffler cet esprit dans les entreprises à travers des séminaires, des ateliers, des expéditions en groupe. Moi, je suis assez solitaire en expédition, je ne sais pas trop comment ça se passerait. Et voilà. Et sinon, l'autre, c'est de faire des vidéos sur Internet. Moi, ce qui me plaît énormément au-delà de l'aventure, et j'ai pas beaucoup parlé de ça, mais c'est la vulgarisation scientifique sur les problèmes environnementaux. Donc au-delà, en plus de l'Expédition Zéro, je me suis formé à un atelier qui s'appelle la fresque du climat, qui est très intéressant, qui permet de comprendre simplement en 3 heures en atelier de 6 à 8 personnes avec 42 cartes les causes et effets du réchauffement climatique. Et j'adorerais faire un peu à la croisée des chemins d'un C'est pas sorcier et d'un J'irai dormir chez vous, donc d'aller sur le terrain et de faire de la vulgarisation. Bah, voilà un glacier, ils font pourquoi, l'effet de serre c'est quoi, et de rendre plus simple, plus accessible des phénomènes compliqués comme le réchauffement climatique, voilà, au plus grand nombre. Et j'ai une question, moi ça m'intéresse pour un autre projet plus tard. Comment une boîte de production te contacte pour faire une émission de TV? Eh ben, c'est marrant, on m'a posé la même question hier. C'est un des fondateurs de la boîte qui m'a
vu sur mon voyage à vélo sur Instagram et qui m'a envoyé des messages. Voilà. Et du coup, il m'a parlé, j'ai parlé avec lui. Et c'est une jeune boîte de production qui se crée, mais les 3 fondateurs ont pas mal d'expérience et sont assez bien connectés dans le monde du cinéma. Et eux, ce qui est super sympa, c'est qu'ils ont eux-mêmes une démarche écolo pour leur boîte de production. C'est-à-dire qu'ils veulent plus faire des tournages très coûteux écologiquement et financièrement avec des 33 tonnes ou quoi. Ils veulent être en vélo cargo, ils veulent faire ça. Et du coup, je trouve que ça colle bien aux valeurs de mon projet. Donc oui, il m'a contacté sur Instagram, mais c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Je sais pas si c'est un coup de chance ou pas, mais... C'est intéressant tous tes projets. On voit bien qu'il n'y a pas encore d'idées, mais tu as des plans derrière. Dans ce podcast, on essaie toujours de donner des conseils à nos auditeurs. Après toutes ces expéditions, quels conseils tu donnerais à nos auditeurs qui aimeraient se lancer dans ces types d'expéditions? Moi, j'ai une petite phrase que j'utilise à la fin de mes posts. Je mets souvent juste un « soyez fou ». En fait... dès que je me dis que mon projet est un peu fou, je sais que c'est le moment où il faut que je me lance et il faut y aller parce que c'est les meilleures sensations, les meilleures tranches de vie que j'ai pu avoir, c'est quand j'ai pris des décisions un peu folles à des échelles tout à fait humbles, hein. Mais voilà, le canal du Midi en paddle, je faisais pas de paddle 10 jours avant. Je me suis débrouillé pour en trouver un. Je suis parti, je savais même pas si on pouvait, j'ai même pas regardé si on pouvait faire le canal du Midi en paddle. C'est-à-dire qu'il y a 63 écluses et que je sais toujours pas si c'est autorisé. C'était pas très clair. Mais bref, le côté, réfléchissez pas trop, faut pas trop se poser de questions. Moi, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions et avant mes aventures, j'essaye de pas m'en poser parce qu'on se trouve beaucoup trop d'excuses sinon pour pas se lancer. Donc soyez fous, foncez. Si vous avez un créneau de 1, 2 jours, 5 jours, prenez votre sac, allez dans la forêt à côté de chez vous, mettez votre tente. Et vous verrez, c'est les meilleures expériences de votre vie. Genre vraiment. Bien plus dingue que plein d'autres types de vacances. Donc soyez fous, n'hésitez pas. J'ai envie de te poser une question sur... tu parlais de solitude. Je pense que c'est un des premiers freins, c'est de se dire bon, j'ai pas de copains ce week-end, je pars pas parce qu'il y a personne qui est dispo. Toi, ça a pas l'air d'être un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour affronter cette peur qui peut être logique, hein. Tu racontes qu'un soir, tu étais avec des sangliers dans ton hamac, donc je peux comprendre que ça peut inquiéter aussi les gens. Oui, complètement. Alors, déjà, je pense que c'est des histoires de personnalité. Moi, j'ai un papa qui est très ours et je pense que j'ai hérité une partie de sa personnalité. Moi, je suis très à l'aise seul dans la nature. Enfin, j'ai peur, hein. Il y a des moments où j'ai clairement peur et je fais pas le malin. Et je suis avec mon petit opinel là, sous la tente. Mais oui, moi, c'est un truc, je sais pas si j'aurais des bons conseils parce que j'adore ça. J'ai toujours aimé ça. Mais j'ai envie de dire, il faut essayer, quoi. Quitte à essayer sur des petits formats au début. 1 jour, 2 jours, c'est extrêmement grisant. En fait, ce qui est extrêmement grisant, c'est que quand on est seul, on est beaucoup plus connecté avec l'expérience qu'on va vivre. Si on est seul, ça va être dans la nature, ça va être avec la nature. Si on est seul au milieu de la civilisation, ça va être avec les étrangers, enfin les gens qu'on rencontre. Seul, on rencontre beaucoup plus de gens. Donc oui, la peur, surtout franchement en France, dans les environnements un peu de nature, je ne sais pas s'il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup dans ma communauté Instagram, je ne suis pas habitué à dire ça, mais dans la communauté, j'ai pas mal de filles notamment qui m'ont demandé est-ce que je peux partir seule en tant que fille. Honnêtement, en France, oui, parce que j'ai croisé pas mal de fois des filles seules dans les Alpes. Là, sur le canal, j'ai croisé une fille qui faisait un voyage seule. Et franchement, elles avaient le sourire, la banane comme moi, quoi. Ça se passait très bien. Je pense que la plupart des gens sont bienveillants. Il n'y a pas de difficulté particulière. Après, moi, j'ai fait des longs voyages plus jeunes à travers toute l'Asie, à travers l'Afrique, seul. Là, j'ai eu des histoires où il faut faire un peu triste, un peu dur d'une fille, enfin de 2 filles notamment, où il faut faire un peu attention, quoi. Là, il faut faire un peu attention dans certains endroits. Mais en France, franchement, on est, hein, ça, oui, il peut y avoir un drame, mais franchement, il n'y a pas trop de risques. Enfin, les gens sont bienveillants, foncez, quoi. C'est hyper plaisant.
Tu viens de citer un sujet qu'il faut que je traite dans ce podcast. Tous les sujets, toutes les thématiques d'aventure, on les a fait avec des hommes. Et il me faut je veille à avoir la parité homme-femme dans ce podcast. Donc, si tu as des noms d'aventurières, je suis preneur. Oui. Eh ben, oui, il y en a plein. Tu veux que je te les donne? Non, tu pourras me les donner après, t'inquiète pas. Oui. Je suis preneur parce que c'est intéressant d'avoir leur point de vue. En France, je pense, comme tu dis, il n'y a pas de souci. À l'étranger, dans certains pays, ça peut être un peu plus risqué. Mais je partage tes idées là-dessus, c'est intéressant. On arrive dans les dernières questions. Quel livre ou ressources nous conseillerais-tu? Alors, sur l'aventure, moi j'en ai lu plein, comme Nicolas Bouvier, L'usage du monde, les livres de Mike Horn, du Sylvain Tesson. Mais pour moi, un peu à la croisée des chemins entre l'aventure, non pas partir marcher, mais l'aventure de l'histoire de l'humanité et la place de l'homme sur Terre, il y a Sapiens, que souvent les gens citent, je pense. Je l'ai déjà eu dans le Ok, bon, pas celui-là alors. Non, mais c'est vrai que Sapiens, il remet vraiment à sa place l'humain, ça c'est assez poignant et c'est absolument nécessaire de réaliser qu'on n'est pas grand-chose et qu'il faut être un peu humble. Il y a celui-là et... Après, tu m'as donné d'autres idées, Mike Horn, Sylvain Tesson. Oui, moi, celle dans la cabane en Sibérie de Sylvain Tesson. D'ailleurs, j'aimerais peut-être faire une expédition zéro immobile. J'aime l'idée d'aller se mettre dans une cabane au fond de la forêt, pas forcément en Sibérie et au bord du lac Baïkal, mais pourquoi pas dans le Vercors, dans je sais pas où, ou dans le Jura. J'ai très envie de voir ce que c'est qu'une retraite solitaire spirituelle dans une cabane. Et son livre est quand même intéressant pour ça. Il y en a un autre qui est super intéressant. C'est punaise, je vais pas retrouver son nom. C'est Henry. C'est un philosophe américain qui a écrit La désobéissance civile, qui en a fait un aussi où il est dans une cabane. J'ai essayé de le lire. Il est dur à lire, mais je pense qu'il peut t'intéresser. Et là, en ce moment, je lis un livre sur Henri de Montfray, qui était un sorte de corsaire envoyé par la France, qui était, je sais plus, c'était dans les années 1800 ou quelque chose comme ça, et qui est parti à Djibouti, et après qui en fait est devenu un aventurier, et il a une vie complètement folle, et c'est de l'aventure d'il y a 200 ans, ou 100 non, peut-être d'il y a 100 ans, pardon. 100 ans, pardon. C'est pas 200 ans, c'est il y a 100 ans. Et c'est magique, c'est fou de voir la manière dont il faisait de l'aventure à cette époque-là, il fallait vraiment avoir un sacré culot. Et c'est assez poignant. Et dernière question, qui aimerais-tu écouter dans ce podcast? Eh ben, il y a... Alors, il faut que si c'est à la croisée des chemins entre l'écologie et l'aventure, je te dirais quelqu'un d'autre. Mais si c'est à la croisée des chemins, si c'est surtout autour de l'aventure, il y a une fille, justement, qui s'appelle Violette Duval, que j'ai rencontrée dimanche au festival Chiloé, et qui vient de marcher 6000 km à travers la France contre la fibromyalgie, qui est une maladie dont elle est touchée. Je crois que j'ai déjà vu une vidéo d'elle. Elle pousse. Elle est une poussette. Ouais, voilà. je vois très bien. Et franchement, c'est quand même fou ce qu'elle a fait. J'étais dans le métro avec elle dimanche soir après le festival, et je trouve que c'est quelqu'un de super intéressant. Donc voilà, c'est plutôt une belle personne à interviewer. Alors c'est plus la santé et l'aventure que l'écologie. Après, dans l'écologie, là, il y a un gars que j'ai croisé sur les chemins en montagne que je trouve très sympa, qui s'appelle Nicolas Leroux, c'est Nicolas LRX Aventure, et qui vient de traverser la France à pied, de Menton à Lille, il est lillois, en passant par les Alpes. Et là, il repart tout à l'heure ou hier, il repart dans les Alpes pendant 2-3 semaines. Et lui, il avait suivi les conseils d'un autre projet qui s'appelle Deux pas vers l'autre. Il a pris un petit sac avec écrit 1 kilo for the planet sur le sac, et il ramassait des déchets le long du trajet. Donc voilà, c'est un petit geste, mais le personnage est très sympa.
Ouais, bon, c'est un mec, mais du coup, il y a aussi Violette et j'en ai d'autres, des filles qui ont fait des chouettes projets. Mais je les prendrai. Et où c'est qu'on peut te retrouver? On a déjà cité Instagram, Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Alors pour l'instant, j'ai Instagram, Facebook et une page LinkedIn. Là, je vais m'atteler à créer un site internet, Expédition Zéro. Alors j'ai vu que le domaine, il faut que je trouve comment, peut-être un .org ou quelque chose comme ça. Voilà, je pense que je vais faire ça. Ouais, donc un site internet et peut-être une chaîne YouTube. Après, j'ai encore une relation ambiguë avec la vidéo parce que je sais que c'est très consommateur, c'est très carboné. Donc à voir si c'est un format. Enfin, j'ai quand même envie, quoi. Et puis c'est tous les paradoxes. On a tous des paradoxes et je pense que moi, mon travail à travers ce projet, c'est la communication et on peut pas vraiment y louper, quoi. Mais voilà, j'aurai probablement une chaîne YouTube, un site, et pour l'instant, j'ai juste Instagram, Facebook et une petite page LinkedIn que j'alimente beaucoup moins, donc c'est pas le plus intéressant. Expédition Zéro et Instagram, c'est Ben-Expédition-Zéro. Exactement. Mais merci Ben. Et bon courage pour tes Baptiste. prochaines aventures. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.